Alors, tel que j'étais en train de dire, nous avons, quand nous avons une section qui est certainement symétrique, la difficulté, c'est que nous ne savons pas pratiquement retrouver où se trouve exactement le centre. Voilà. Nous sommes ici. Donc ici, avec cette situation, nous ne savons pas où se retrouve exactement la position de l'axe neutre. Alors, l'axe neutre élastique pour le calcul du moment élastique. Non plus, nous ne savons pas où se retrouve la position de l'axe neutre plastique pour le calcul du moment plastique. Alors, pour être en mesure de savoir exactement la position de l'axe neutre, par exemple élastique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord supposer que l'axe neutre se retrouve à l'intersection entre l'âme et la semelle. Et dans cette configuration, nous allons calculer l'effort normal total de compression qui s'exerce au niveau de l'âme, et nous allons calculer l'effort normal de traction qui s'exerce dans la semelle. Alors, après avoir calculé les deux efforts normaux, l'effort normal de compression dans l'âme et l'effort normal de traction dans la semelle, nous allons maintenant comparer les deux efforts. Et à l'issue de la comparaison des deux efforts, si l'effort de compression dans l'âme est supérieur à l'effort de compression dans la semelle, c'est que l'axe neutre va se retrouver dans l'âme. Et si l'effort de compression, disons l'effort de traction dans la semelle, est supérieur à l'effort de compression dans l'âme, c'est que l'axe neutre va se retrouver dans la semelle. À présent, nous allons faire ce calcul. Ça veut dire, ici, nous avons une répartition triangulaire des contraintes. Si nous calculons la force de compression dans l'âme, ça sera égal à la base de la section. Nous sommes dans l'âme, la base de la section, c'est B0, qui doit multiplier la surface de ce triangle. Or, la surface d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. OK? Et ici, notre hauteur, c'est FY. Notre base, c'est la distance qui est égale à H moins H0 divisé par 2. Et donc, ceci nous permet d'écrire que l'effort normal de compression dans l'âme, c'est égal à B0, qui est la base de la section, on peut le considérer, disons dans l'âme, multiplié par FY fois H moins H0 divisé par 2, ce qui va nous donner 1,5. Si nous écrivons que, comme nous avons une section pour laquelle B0 sur B égale à 1 sur 12, donc si nous écrivons ici B0, B0 sera rien d'autre que B fois 1 sur 12, n'est-ce pas? Ce qui est bêta 0, B fois bêta 0, si bêta 0 c'est égal à B0 sur B. Et ici, si nous mettons H en évidence, nous aurons 1 moins alpha 0, avec alpha 0, la distance, disons, le rapport entre H0 et H. Alors, l'effort de traction maintenant dans la semelle, ça sera égal à B multiplié par lambda fois H0 multiplié par 1,5. Regardez ici. Parce que, normalement, quand nous nous retrouvons ici, comme cette distance est inférieure à celle-ci, donc si la contrainte au niveau de la fibre supérieure est égale à FY, alors la contrainte au niveau de la fibre inférieure a une valeur lambda qui n'est pas nécessairement égale à FY. Et à ce moment-là, pour calculer lambda, il suffit juste de considérer que ces deux triangles sont semblables
Et avec la loi de Thalès, nous aurons donc que lambda divisé par fy sera égal à cette distance divisée par celle-ci. C'est ce qu'on appelle la règle de triangle semblable. Nous aurons donc que lambda divisé par fy, c'est égal à h0 divisé par h moins h0. Et avec ça, on peut tirer que lambda, c'est égal à fy multiplié par h0 divisé par h moins h0. Avec ça, nous avons que lambda sera égal à fy fois alpha 0 divisé par 1 moins alpha 0. Avec alpha 0 égale à h0 divisé par h. Alors, avec ça, nous allons donc calculer que l'effort de compression dans l'effort de traction dans la semelle est égal à B. Ça veut dire nous sommes dans la semelle, nous avons la base de la semelle que nous multiplions par cette base. Pour calculer ça, nous aurons donc que c'est égal à B fois lambda par h multiplié par 1,5. Lambda fois 0 multiplié par 1,5, c'est ça la base disons, c'est ça la surface de cette section, de cette surface ici. Alors, après ça, nous pouvons donc calculer que cette valeur ici, c'est égal à B multiplié par lambda. Lambda, c'est égal à fy fois h0 divisé par 1 moins alpha 0 et multiplié par h0 qui n'est rien d'autre que alpha 0 fois h. Et avec B, on peut remarquer que c'est égal à cette expression. Avec ça, nous allons calculer la valeur numérique de l'effort normal de compression dans l'âme et la valeur numérique de l'effort de traction dans la semelle. Nous trouvons que l'effort de compression dans l'âme, c'est égal à 0,0375 fy fois pH, tandis que l'effort de traction dans la semelle, c'est 0,0055 fy fois pH. Et avec ça, nous avons donc que l'effort de compression dans l'âme est supérieur à l'effort de traction dans la semelle. Et donc, nous avons que l'axe neutre élastique est dans l'âme. Alors, pour retrouver la position de l'axe neutre plastique, qu'est-ce que nous faisons? Nous supposons encore une fois que l'axe neutre plastique est situé au niveau de l'intersection entre l'âme et la semelle. Ça veut dire que la configuration des contraintes se présente comme ceci au moment de la classification complète de la section. Et à ce moment-là, nous calculons l'effort de compression dans l'âme qui est égal à B0 fois Fy multiplié par H moins H0. Ça veut dire l'effort de compression. Nous avons ici B0 qui est la base de la section dans l'âme qui multiplie cette surface ici qui n'est rien d'autre que Fy, ça c'est Fy multiplié par H moins H0. Ça va donner Fy fois BH fois 1 moins alpha 0 fois bêta 0. Si nous calculons l'effort de traction dans la semelle, ça sera tout simplement égal à la base de la section dans la semelle multiplié par l'aire de cette surface qui est égal à combien? Qui est égal à B fois H fois alpha 0. Ça veut dire c'est Fy fois H0, ce qui nous permet d'écrire que l'effort de traction dans la semelle, c'est égal à Fy fois B fois H fois alpha 0. Alors, nous avons donc que l'effort de compression dans l'âme, si nous calculons sa valeur numérique avec cette expression ici, ça sera égal à 0,075 Fy fois pH, tandis que l'effort de traction dans la semelle, c'est 0,1 Fy fois B fois H. Avec ça, nous avons donc que l'effort de traction dans la semelle est supérieur à l'effort de compression dans l'âme, et donc nous avons que l'axe neutre plastique est plutôt situé dans la semelle. Alors, cela étant fait, nous savons déjà là où se situe, disons, la zone dans laquelle se situent les différents axes neutres, mais nous ne savons pas exactement où se retrouve l'axe neutre, que ce soit pour l'axe neutre élastique comme pour l'axe neutre plastique. Alors, pour retrouver maintenant la position de l'axe neutre, nous rentrons ici.
Donc, vous avez pris au niveau de la compression. Oui. Vous avez pris la base B0. B0. Oui. C'est cette distance-là. C'est cette distance-ci qu'on a considérée. La hauteur H, c'est tout ça. Regardez bien. Et ça, c'est H0. Pour calculer maintenant cette hauteur ici, c'est le H. Alors, nous allons maintenant ici pour déterminer la vraie position de l'axe neutre élastique. Ça veut dire, nous sommes ici. Nous avons déjà déterminé que l'axe neutre élastique se situe dans l'âme. Nous voulons maintenant déterminer quelle est la position fixe qu'occupe l'axe neutre élastique. Alors, pour déterminer la position fixe qu'occupe l'axe neutre élastique, nous allons supposer que la distance entre la fibre inférieure et l'axe neutre s'appelle une valeur que nous avions notée V élastique prime. C'est bon? Alors, quand nous appelons cette valeur V élastique prime, je vais agrandir un peu l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Je crois que là, c'est un peu plus clair. Alors, nous allons fixer que cette distance-là, la distance entre la fibre inférieure et l'axe neutre élastique, nous appelons ça V élastique prime, n'est-ce pas? Alors, avec ça, nous avons supposé V élastique prime égale à cette distance. Nous allons maintenant calculer l'effort de compression que nous avons au-dessus de V élastique prime, n'est-ce pas? Et nous allons calculer l'effort de traction qu'il y a dans la section en dessous de V élastique prime. Et puis nous allons comparer les deux valeurs. Normalement, pour qu'il y ait équilibre en flexion simple, il faudrait que l'effort de compression soit égal à l'effort de traction. Et à l'issue de cette égalité, nous allons alors retrouver l'expression de V élastique. Alors, pour procéder maintenant à ces calculs, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque nous avons déjà supposé que cette distance, c'est ça V élastique prime, nous allons calculer les différentes forces. Alors, pour calculer la force de compression, elle est facile à calculer. Nous sommes ici. La force de compression, elle est facile à calculer. Nous sommes ici. Force de compression, c'est égal à la base de l'âme, n'est-ce pas? La base de la section. Que nous mettons à l'aire de cette surface. Or, l'aire de cette surface, ça sera cette distance ici, qui est égale à H moins V élastique prime. Or, parce que normalement, comme cette distance ici, c'est V élastique prime, et cette distance ici, c'est H, c'est que la distance restante ici, c'est tout simplement H moins V élastique prime. C'est bon? Avec ça, nous aurons donc que l'effort normal de compression, ça sera la base de la section au point considéré qui multiplie la limite de l'élasticité qui est cette distance multipliée par cette distance ici qui est H moins V élastique prime, le tout fois 1,5. Donc ça, c'est l'aire d'un triangle, n'est-ce pas? Ce qui nous permet d'écrire que c'est égal à combien? C'est égal à 1,5 fois sigma élastique fois BH qui multiplie bêta 0 fois 1 moins alpha prime. Alors, ici, nous prenons tout simplement que alpha prime, c'est égal à V élastique. Nous prenons tout simplement que, oh, excusez.
Nous prenons tout simplement que alpha prime c'est égal à V élastique prime divisé par H. Il y a prime ici, s'il vous plaît. C'est V élastique prime divisé par H. Et que bêta 0 c'est égal à B0 divisé par B. C'est égal à 1 sur 12. Alors, avec ça, nous avons donc que l'effort de compression, c'est égal à sigma E divisé par 24 fois PH multiplié par 1 moins alpha prime. Alors, l'effort normal de traction, normalement, pour avoir l'effort normal de traction, regardez très bien, nous avons d'abord deux zones, ça veut dire, dans une première zone qui est celle-ci, nous avons une répartition triangulaire sur une base B0, n'est-ce pas? Et dans une deuxième zone, nous avons une répartition trapézoïdale sur une base B. Alors, pour calculer ça plus facilement, nous allons supposer que nous allons subdiviser la partie tendue en trois parties. Ça veut dire une première répartition triangulaire qui se retrouve ici, dans une base B0, n'est-ce pas? Et une deuxième partie rectangulaire dans une base B0, et enfin une troisième partie triangulaire dans une base B, n'est-ce pas? Avec ça, nous allons donc écrire que l'effort de traction, c'est égal à le premier effort de traction qui est constitué de la répartition triangulaire dans une base B0, plus le deuxième effort de traction qui est la répartition rectangulaire dans une base B et le troisième effort de traction qui est la résultante de la répartition triangulaire dans une base B. Alors, nous allons calculer maintenant l'effort N, l'effort de traction N-1, ça veut dire c'est l'effort formé par cette répartition triangulaire. Ça sera égal à la base de la section, au point considéré, c'est égal à B0, n'est-ce pas? Qui doit multiplier cette contrainte ici, qui est gamma, multiplié par cette distance ici, n'est-ce pas? Or, cette distance-là, c'est quelle distance? Regardez bien, ça, tout ça, c'est V élastique prime, et ça, c'est H0. Donc, la distance en question, c'est tout simplement V élastique prime moins H0. Les tout multiplié par 1,5. Si nous calculons NT2, ça veut dire force normale de traction causée par cette répartition rectangulaire, ça sera tout simplement égal à la base de la section au niveau considéré qui est la base de la semelle, n'est-ce pas? La base de la semelle multipliée par cette contrainte ici que nous avons appelée gamma, multipliée par gamma, multipliée par la hauteur H0. C'est bon là-bas? Avec ça, calculons maintenant NT2. C'est une répartition triangulaire que voici. Dans la base B, ça sera la base de la section au point considéré qui est B, multiplié par cette répartition, multiplié par l'aire de cette surface, ce qui sera, l'aire de cette surface, c'est normalement lambda moins gamma, ça veut dire cette distance ici. Oh, ça c'est lambda et ça c'est gamma. Ça sera donc lambda moins gamma multiplié par cette distance ici qui est H0 divisé par 2 parce qu'il s'agit d'une surface triangulaire. Une fois que nous avons les différentes expressions, nous allons maintenant déterminer la relation entre gamma et sigma par rapport à sigma E, en fonction de cette répartition triangulaire. Mais pour le faire, remarquez bien ceci. Si vous considérez ce triangle ici,
Alors, comme je le disais, si vous considérez ce triangle ainsi que ce triangle, ils sont deux triangles semblables. Et comme ces deux triangles sont semblables, on peut appliquer la loi de Thalès. Ça veut dire que si vous prenez sigma divisé par sigma E, ce rapport doit être égal à cette longueur divisée par celle-ci. C'est ça le triangle de Thalès, n'est-ce pas? Vous avez deux triangles semblables comme ça. Normalement, les distances sont en proportion. Cette distance sur celle-ci, elle doit être égale à cette distance divisée par celle-là, avec le triangle semblable. Parce qu'il suffit de considérer que les deux angles ici sont égaux. Et comme ces deux angles sont égaux, cette distance divisée par celle-ci, c'est la tangente de cet angle, tandis que cette distance divisée par celle-ci, c'est aussi la tangente de celle-ci. Or, les deux angles sont égaux, donc les deux tangentes doivent être égales. Et il y a donc proportionnalité entre les différents rapports. Avec cette proportionnalité, nous aurons donc que si on calcule sigma, ça veut dire cette distance ici, sigma divisé par cette distance qui est égale à V élastique prime, n'est-ce pas? Cela doit être égal à sigma E, qui est cette distance divisée par celle-ci, divisée par H moins V élastique prime. Et de cette relation, on peut tirer la relation entre lambda et sigma E. Lambda sera égal à sigma E fois V élastique prime divisé par H moins V élastique prime. Et si on considère que alpha prime, c'est égal à V élastique prime, si on divise partout par V élastique prime, on aura que ça sera égal à sigma E divisé par 1 divisé par H sur V élastique prime moins 1. On aura, alors de cette relation-ci, de ces deux triangles ici, avons aussi que ce triangle ainsi que celui-ci, ils sont semblables. Et de ces relations, donc, nous avons aussi que gamma divisé par V élastique moins H0, ça veut dire que gamma moins cette distance, or cette distance, nous l'avons déjà démontré que c'est V élastique prime moins la distance H0. Ça doit être égal à combien? Cela doit être égal à lambda divisé par V élastique. Comme ce sont deux triangles semblables, ça sera donc égal à cette distance divisée par celle-ci. Et avec ça, nous tirons donc l'expression de gamma qui sera lambda fois V élastique prime moins H0 divisé par V élastique prime, qui nous donne donc que c'est égal à lambda fois V élastique prime moins alpha 0 H, parce que nous avions pris que alpha 0 est égal à H0 sur H. Nous avons donc divisé par V élastique prime. Et cela va s'écrire lambda multiplié par 1 moins alpha 0 fois 1 sur alpha prime. Donc, nous considérons que ça sera égal à V élastique sur V élastique qui est égal à 1 moins alpha 0 fois H sur V élastique prime. Ce qui va donner 1 moins alpha 0 multiplié par 1 sur alpha prime, si on considère que alpha prime c'est égal à V élastique prime divisé par H. N'est-ce pas? Avec ça, nous avons donc que gamma sera égal à la limite élastique multipliée par alpha 0 divisé par 1 moins alpha 0 fois, disons, alpha prime divisé par moins alpha prime fois alpha prime moins alpha 0 divisé par alpha prime. Ça, c'est tout simplement la valeur de lambda. Veuillez vérifier. Quand nous écrivons que ça, lambda, c'est sigma E fois 1 divisé par H sur V élastique prime moins 1, cela veut dire que ça sera 1 divisé par 1 sur alpha prime. Si on considère que alpha prime, c'est V élastique prime sur H moins 1,
ce qui va donner, si on met aussi au dénominateur commun alpha prime, ça va nous donner cette expression. Et avec ça, nous avons donc que, on calcule maintenant l'effort de traction dans la partie N1, ça sera égal à B0 fois sigma E. Là, ça c'était ce qui était la valeur de lambda multiplié par alpha 0 divisé par 2. Donc nous remplaçons juste lambda par sa valeur. Ça va donc donner B0 qui est bêta 0 fois B fois sigma E fois alpha moins alpha 0. Oh, ça c'est alpha prime, pardon. Alpha prime moins alpha 0 divisé par 1 moins alpha prime fois h alpha prime alpha 0 divisé par 2, ce qui nous donne donc 1 sur 24 fois sigma E fois B fois h fois alpha prime moins alpha 0, le tout au carré divisé par 1 moins. Alors, si nous calculons NT2, c'est égal à B fois gamma fois H0, qui sera égal à B fois sigma E fois alpha prime moins alpha 0 divisé par 1 moins alpha prime fois alpha 0 fois H, ce qui donne 1 divisé par 10 fois sigma 0 fois B fois H fois alpha prime moins alpha 0 divisé par 1 moins alpha prime. Donc, ici, nous remplaçons tout simplement gamma par sa valeur et H0 par son expression qui est alpha 0 fois H. Alors, cela nous permet d'avoir l'expression que voici. Alors, donc, de calculer. Si on calcule NT3, ça sera B fois lambda moins gamma fois H0 fois 1,5, ce qui va nous donner B fois sigma E fois alpha prime sur 1 moins alpha prime moins alpha prime moins alpha 0 sur 1 moins alpha prime. Donc, nous prenons lambda, nous remplaçons par sa valeur et sigma par sa valeur. Nous avons cette expression-ci et nous remplaçons H0 par sa valeur qui est alpha 0 fois H, le tout multiplié par 1,5 et l'expression totale 1 sur 20 fois sigma 0 fois BH fois alpha 0 divisé par 1 moins alpha prime, ce qui va donner 1 sur 200 fois sigma E fois B fois H. Il faut noter que alpha 0, c'est égal à 1 sur 10 et bêta 0, c'est égal à 1 sur. Donc, si on calcule l'effort total de traction, ça sera égal à l'effort N1 plus l'effort N2 plus l'effort N23, ce qui donne l'expression que. Et nous avions déjà calculé l'effort de compression, que c'est égal à 1 sur 24 fois sigma E fois BH fois 1 moins alpha. Or, si nous sommes en train de travailler dans une section qui est simplement fléchie, qui est soumise à la flexion simple, cela veut dire que flexion simple veut dire qu'il n'y a pas d'effort normal. Et donc, pour qu'il n'y ait pas l'effort normal, il faut qu'en valeur absolue, l'effort de traction soit égal à l'effort de compression. Et donc, c'est ça l'égalité qui va nous permettre d'avoir une équation dans laquelle nous allons déterminer. Et de cette équation, nous allons écrire, ça c'est l'effort total de traction. Ça c'est l'effort total de traction. Oh, pardon. L'effort total de compression qui doit être égal à l'effort total de traction. Et à l'issue de cette équation, nous avons cette équation dans laquelle nous avons alpha prime comme l'inconnu. Alpha prime, rappelez-vous, c'est égal à V prime élastique divisé par H.
c'est que si nous avons alpha prime, nous allons déterminer B prime élastique. Là, nous résolvons cette équation. Nous avons 1 sur 24 fois 1 moins 1 sur 24 fois plus 1 sur 24 fois 2 fois moins 2 fois alpha prime parce que A moins B, le tout au carré, c'est égal à carré moins 2AB plus B au carré. Donc, nous décomposons ça, nous faisons tout ça. Et en fin de compte, nous allons nous retrouver avec cette équation. Moins 10 plus 1 moins 12 sur 120 fois alpha prime égale moins 100 plus 1 moins 24 plus 12 sur 2400. Et de cette équation, nous avons ceci, ce qui nous permet de tirer que alpha prime égale 0,2640. C'est bon? Donc, comme alpha prime égale 0,2643 et que alpha prime était égal à V élastique, V prime élastique divisé par H, c'est que connaissant alpha prime, V prime élastique sera tout simplement égal à alpha prime multiplié par H, ce qui donne 0,2643 H. Et avec ça, nous avons donc que nous avons déjà la position de l'axe neutre élastique. Si nous avons déjà la position de l'axe neutre élastique, c'est qu'on peut déjà calculer le moment élastique. Pour calculer le moment élastique, nous rentrons seulement sur la section et nous positionnons l'axe neutre élastique. Donc ça, c'est l'axe neutre. Axe neutre élastique. Et une fois que nous avons déjà positionné l'axe neutre élastique, nous calculons alors les moments pour chaque section. Alors, pour calculer les moments, nous avons deux possibilités ici. Regardez, nous allons positionner l'axe neutre. Et encore une fois, comme toujours, nous allons diviser la section. La section, ça c'est la section tendue, elle n'a pas de problème parce qu'elle se répartit sur une section dont la base est identique, la base B0, n'est-ce pas? Mais quand nous considérons la partie tendue, nous avons une partie de la partie tendue qui est sur une base B0 et une autre partie qui est sur la base B. Alors, pour être capable de calculer ça plus facilement, sans utiliser les intégrales, nous allons diviser la section en deux. Ça veut dire une première partie dont la base est B0, que nous appelons l'effort, qui va nous donner l'effort N1, et une deuxième partie dont la base est B. Mais la deuxième partie dont la base est B a une répartition trapézoïdale que nous pouvons aussi décomposer en une partie rectangulaire et une partie triangulaire. Alors, avec ça, il suffit juste maintenant de calculer chaque force et son bras de levier et nous allons obtenir la valeur que nous sommes en train de chercher. Donc, nous considérons d'abord la partie comprimée. La partie comprimée se présente comme ceci. Nous avons l'effort normal de compression qui sera égal à la base B0 qui doit multiplier quoi? Qui doit multiplier le bras de levier ici. Or, comme nous avons une répartition triangulaire, donc la résultante va s'appliquer à 2/3 de cette distance, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui concerne l'effort N1, c'est aussi une répartition triangulaire et donc la résultante va s'appliquer à 2/3 de cette distance. Or, cette distance ici, c'était H moins V élastique, comme nous avons que V élastique c'est égal à 0,2643 et que toute la distance ici c'est H, la distance H moins V élastique sera égale à H qui multiplie 1 moins alpha prime, ce qui va être égal à 0,7357 H.
Et cette distance ici sera donc 2 tiers de celle-ci, qui sera égale 2 tiers de 0,62 72,57, pardon. Alors, si on calcule aussi la position de la charge concentrée NT1, ça sera égal cette distance ici, qui est égale à combien? Qui est égale à V élastique moins H0. Bon. Or, H0, c'est égal à H divisé par 10, qui est 0,1 H, et que V élastique, c'est 0,2643 H, et donc cette distance ici sera égale tout simplement 0,2643 H moins 0,1 H, qui est égal à 0,1643 H. Alors, la distance maintenant ici sera égale à combien? 2 tiers de cette. Si nous calculons les deuxièmes efforts de traction qui a une répartition rectangulaire ou une répartition uniforme de contraintes, le point d'application, ça sera le milieu, n'est-ce pas? Le milieu de cette section. Et à ce moment-là, ça sera donc d'abord la distance V élastique moins la distance H0 divisé par 2. Donc c'est ça, le point d'application, c'est égal à V élastique moins cette. Oh, V élastique, c'est égal à celle-ci. C'est égal à 0,2643 H moins H0 divisé par 2. Or, H0, c'est égal à 0,1 H. Donc, H0 divisé par 2 sera 0,05 H. Donc, quand vous prenez cette distance moins 0,05 H, c'est ce qui nous donne la distance ici que nous notons Z2. Et c'est égal à 0,2143 H. Alors, si vous calculez maintenant Z3, nous avons ici une répartition triangulaire des charges et le bras de levier ici, comme cette force va s'appliquer à un tiers de H0 ici, donc ici c'est un tiers, or cette distance ici c'est V élastique, donc la distance ici sera égale à V élastique moins un tiers de H0, ce qui va nous donner la valeur ZT3. ZT3 sera égal donc à V élastique moins un tiers de H. Alors, si nous calculons maintenant, nous sommes ici, ZT3 que nous étions en train de vouloir calculer, c'était donc V élastique moins H0 divisé par 3, qui est égal à cette valeur, c'est égal à 0,2310 H. Alors, avec ça, nous avons déjà les expressions de lambda. Lambda, c'est égal à sigma E fois alpha prime divisé par 1 moins alpha prime. Ces expressions, nous les avions déjà calculées. Nous pouvons donc calculer ça sous forme numérique et ça va donner 0,3592 sigma E. Excusez. Et si nous calculons gamma, nous avions déjà retrouvé que gamma était égal à sigma E multiplié par alpha prime moins alpha 0, le tout divisé par 1 moins alpha prime. Or, nous avons déjà la valeur de alpha prime, n'est-ce pas, que nous avions déterminé en résolvant l'égalité des efforts de compression et de traction.
c'est égal donc à sigma E multiplié par 0,2643 moins 0,1 divisé par 1 moins 0,2643, ce qui nous donne donc 0,2233 sigma E. Avec ça, nous pouvons donc calculer l'effort normal de compression qui était égal à sigma E multiplié par B0 qui est B sur 12 multiplié par la valeur ici. Attendez un peu. Nous sommes ici. Multiplié par cette valeur ici, qui est égale à 0,7357 H pour l'effort de compression, pour l'effort de compression, pardon. C'est ça. Nous sommes ici. C'est égal à ça, multiplié par 0,7357 H, multiplié par 1,5. Donc c'est tout simplement la base au point considéré qui multiplie la surface du triangle formé par la répartition des contraintes, n'est-ce pas? Ce qui va nous donner en fin de compte cette valeur. Alors je calcule N-1, sa valeur c'est ça. Encore une fois, c'est égal tout simplement à la base au niveau considéré. Ça, c'est la base dans l'âme qui multiplie le triangle formé par la et je tiens cette valeur. Si je calcule NT2, la même logique, T3, la même logique, et enfin, j'ai obtenu que le moment élastique, ça sera N1 multiplié par ZC plus Z1 plus NT2 multiplié par ZC plus ZT2 plus NT3 multiplié par ZC plus ZT3. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que normalement, si vous calculez bien le moment élastique, ça sera le bras de levier de l'effort de compression multiplié par l'effort de compression, n'est-ce pas, plus le bras de levier de l'effort, ça j'appelle bras de levier de l'effort de compression, bras de levier de l'effort de traction multiplié par l'effort de traction. Or, normalement, pour qu'il y ait équilibre, il faut que l'effort de traction soit égal à l'effort de compression. Cela veut dire que, pour calculer le moment élastique, dire que c'est égal à bras de levier de l'effort de compression plus bras de levier de l'effort de traction, le tout multiplié par l'effort de traction. C'est bon? Parce que l'effort de traction est égal à l'effort de compression. Tout comme ça peut aussi s'écrire bras de levier de l'effort plus le bras de levier de l'effort de compression, le tout multiplié par l'effort de compression. Parce qu'en fait, l'effort de compression est le même que l'effort de traction. Alors, de cette relation, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez bien. Nous ferons notre schéma.
nous considérons notre schéma, nous avons l'effort de traction, l'effort de compression qui est seulement en un seul bloc, tandis que l'effort de traction a 3 composantes. Alors, comme l'effort de traction a 3 composantes, nous allons préférer plutôt additionner le bras de levier de l'effort de compression aux différents bras de levier des différents efforts de traction. Et donc, ce que nous faisons, il nous permet d'écrire que donc, qui nous permet d'écrire que le moment élastique, c'est égal au premier effort de traction plus son bras de levier qui s'additionne au bras de levier de l'effort de compression, plus le moment, disons l'effort normal de traction 2, multiplié par son bras de levier qui s'additionne au bras de levier de l'effort de compression, plus, en fin de compte, l'effort normal de traction 3, multiplié par son bras de levier qui s'additionne au bras de levier de l'effort de compression. Alors, si on voulait, et ça serait un peu plus long, on allait d'abord calculer le moment de force de traction d'un côté, sans additionner les ZC partout, et puis on additionne alors au moment de l'effort de compression. Là, c'est juste l'application numérique. Nous avons toutes les valeurs. Quand vous les appliquez comme ça, vous obtenez ceci. Et en fin de compte, on a que le moment élastique, c'est égal 0,0215 sigma E moins B moins. Alors, si nous calculons maintenant le moment plastique, nous avons la même logique. Ça veut dire, nous allons supposer alors, quand nous étions en train d'évaluer les efforts totaux de compression dans l'âme et les efforts totaux de traction dans la semelle, nous avions retrouvé que les efforts de compression dans l'âme étaient inférieurs aux efforts de traction dans la semelle. Et nous avions dit que l'axe neutre plastique se retrouve dans la semelle. Mais regardez, eux, ils ont d'abord considéré que l'axe neutre plastique était dans l'âme et ils avaient retrouvé une certaine absurdité. Ils avaient retrouvé que ce qu'ils étaient en train de calculer, la position entre l'axe neutre et la fibre la plus tendue était une valeur négative, pour dire tout simplement que la position de l'axe neutre était mal positionné. Alors ils sont revenus pour repositionner maintenant l'axe neutre plastique dans la semelle comme elle devait se retrouver. Et nous reprenons les mêmes exercices. Une fois que vous avez positionné l'axe neutre dans la semelle, nous ne connaissons pas d'emblée la position de l'axe neutre plastique. Nous supposons que l'axe neutre se retrouve à une distance B plastique prime, n'est-ce pas? Avec cette distance B plastique prime, nous allons calculer l'effort de traction. Nous allons calculer l'effort de traction, l'effort total de traction, et nous allons calculer l'effort total de compression, et puis nous allons écrire l'équation que l'effort de traction est égal à l'effort de compression, parce que nous sommes en flexion simple pour avoir la position de l'axe neutre plastique. Et pour faire cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous calculons. Regardez, la partie comprimée, elle est sur 2 parties. Une première partie, c'est une deuxième partie dans la semelle. Donc, nous subdivisons la partie comprimée en 2. Et un premier effort, c'est l'effort de la section comprimée au niveau de la semelle. Et le deuxième effort, c'est l'effort de la partie comprimée au niveau de l'âme. Alors, si nous considérons l'effort de compression dans la semelle, ça sera égal à
Oh, ça c'est d'abord dans l'âme. Ça sera égal à la base de l'âme, n'est-ce pas? La base de l'âme qui est B0, bêta 0 fois B, multiplié par la section de ce triangle, n'est-ce pas? Qui a pour largeur sigma E et longueur la valeur H moins H0. Donc c'est sigma E fois H moins H0, ce qui peut s'écrire bêta 0 fois B fois sigma E fois H fois 1 moins alpha. Calculons l'effort de compression dans la semelle, dans la partie de la semelle qui est comprimée. Ça sera égal à NC2 qui est égal à B, la base de la section, qui multiplie l'aire de cette surface, ce qui va nous donner en fait la largeur qui est sigma E multiplié par la longueur qui est H0 moins BPL'. Parce que tout ça c'est H0 et nous sommes en train de calculer cette distance, ça sera donc H0 moins PL', ce qui donne ce que nous avons ici, ce qui nous donne B fois sigma E fois alpha 0H moins BPL', ce qui donne B fois sigma E fois H fois alpha 0 moins alpha plastique, ce qui nous donne alpha 0 moins alpha plastique prime fois sigma E fois B fois H. Alors, nous calculons maintenant l'effort de traction dans la semelle, et cela nous donne quoi? Cela nous donne B fois sigma E fois B' plastique. Ça veut dire c'est la base de la section, c'est la base de la section au niveau considéré que nous devons multiplier par l'aire de cette surface, ce qui n'est rien d'autre que sigma E multiplié par cette distance qui est B' plastique. Et ça nous donne donc alpha prime plastique fois sigma E fois BH avec alpha prime plastique égale à B prime plastique divisé par H. Avec ça, nous avons donc la flexion simple doit entraîner que l'effort total de compression doit être égal à l'effort total de traction. Or, l'effort total de compression, c'est égal à l'effort NC1 plus l'effort NC2 que nous avons additionné ici. Une fois que vous écrivez que nous sommes en flexion simple, donc l'effort normal de compression égal à l'effort normal de traction, que voici. Et de cette équation, nous pouvons retrouver alpha prime plastique. Et l'expression de alpha prime plastique doit nous permettre de retrouver, donc nous avons l'expression de alpha prime plastique qui est égale à combien? Qui est égale à 21 sur 240. Or, nous avons que alpha prime plastique, nous avions posé que alpha prime plastique. Alpha prime plastique, nous avions posé que c'était égal à B plastique divisé par H. Et donc, avec cette relation, nous avons que V' plastique, ça sera tout simplement alpha prime plastique multiplié par H, ce qui donne 21 sur 240 multiplié par H. Une fois que nous avons déjà déterminé la position de l'axe neutre plastique, il suffit tout simplement de revenir dans notre section, et nous remplaçons la position de VPL plastique par sa vraie valeur et nous calculons le moment des efforts de compression plus le moment des efforts de traction et nous trouvons la réponse. Et pour le calculer, l'effort de compression NC1, l'effort de compression NC2, nous calculons l'effort de traction, nous calculons les différents bras de levier correspondants. Le bras de levier de l'effort de compression 1 plus le bras de levier de l'effort de compression 2 et le bras de levier de l'effort de traction. Le moment élastique, nous l'obtenons comme
de levier de l'effort de compression 1 fois N-1, plus le bras de levier de l'effort de compression 2 fois NC2, plus le bras de levier de l'effort de traction fois NT. Et cela va nous donner le résultat que voici. Savoir que le moment, ça ce n'est pas le moment élastique, pardon. Ça c'est le moment plastique. Et ça c'est le moment plastique. Parce que nous avons déjà calculé le moment élastique, n'est-ce pas? Et puis d'ailleurs, le moment élastique ne se calcule avec ces trucs. Déjà c'est le moment plastique, veuillez corriger s'il vous plaît. Et avec ça, si nous calculons la réserve de résistance en plasticité, c'est égal au moment plastique divisé par moment élastique, ce qui nous donne 1,79. Alors, nous avons donc une réserve de plasticité de combien de pourcents? D'à peu près 80% par rapport au calcul. Alors, ici, c'est une remarque par rapport à ce que je vous avais déjà dit. Et la remarque, c'est qu'elle dit. Elle dit que, comme nous venons de le remarquer à partir de l'exemple précédent, la position VPL plastique égale alpha prime plastique de l'axe neutre élastique ainsi que celle de l'axe neutre plastique ne sont pas dans l'axe neutre, ne sont pas comme d'emblée pour une section simplement symétrique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait dire que la position de l'axe neutre plastique ainsi que la position de l'axe neutre élastique ne sont pas nécessairement sur l'axe passant par le centre de la section, comme pour le cas de la section doublement symétrique. Ainsi, pour savoir si l'axe neutre passe dans la semelle ou dans l'âme, pour le cas de l'exemple précédent, nous allons d'abord supposer et considérer le cas où l'axe neutre passe à l'intersection entre la semelle et l'âme, ce que nous avions fait. Et une fois, vous avez déjà considéré ce cas limite, vous calculez le total de l'effort normal de compression et le total de l'effort normal de traction. Si l'effort normal porté par l'âme est supérieur à l'effort normal porté par la semelle, c'est que l'axe neutre sera dans l'âme. Si l'effort normal porté par la semelle est supérieur à l'effort normal porté par l'âme, c'est que l'axe neutre est plutôt dans la semelle. Donc, c'est plus ou moins ça. Après ça, donc, avec ça, nous avons plus ou moins fini quant à ce qui concerne le calcul du moment plastique et du moment élastique. Je vais à présent maintenant vous donner un travail que vous allez faire par rapport à ce calcul. Considérez une section qui se présente comme ceci. Supposez que ça c'est une distance de 100 cm. 100 cm. Ou bien je vais aller dans le PowerPoint pour alors, j'ai fait ça, ce que je suis en train de demander. Le grand plastique. Ah, vous ne croyez pas? Sérieux?
toujours le même problème. Là, c'est bon. Ah. À hauteur de la section, elle est de 100. Ça, c'est la hauteur de lame. Ça, c'est la base de lame. Oh, ça, c'est la hauteur de la semelle, pardon. Ça, c'est la base de lame. Elle est de 15 centimètres. Et enfin, ça, c'est la base de la semelle. La base de la semelle, elle est de 150 centimètres. Donc, on demande de calculer le moment élastique. On demande de calculer le moment plastique. On demande de calculer la réserve des résistances en plasticité. On demande aussi de retrouver la position de l'axe neutre élastique ainsi que la position de l'axe neutre élastique. Donc, c'est plus ça. On demande le moment élastique, le moment plastique, la réserve de résistance en plasticité, ainsi que la position de l'axe neutre élastique et la position de l'axe neutre plastique. Normalement, quand vous êtes en train de calculer une section aux états limites ultimes pour le matériau, on utilise le moment résistant élastique. Tandis que, quand, disons, aux états limites de service, parce que l'état limite de service suppose que le matériau présente encore un comportement élastique. Et là, on utilise le moment élastique. Tandis que quand vous faites les calculs aux états limites ultimes, vous calculez plutôt le moment plastique. Donc, quand vous allez faire le cours de construction métallique, vous allez vous rendre compte qu'il y a normalement 4 catégories d'acier. Il y a ce qu'on appelle, selon les eurocodes, il y a ce qu'on appelle les aciers de classe 1, il y a ce qu'on appelle les aciers de classe 2, les aciers de classe 3 et les aciers de classe 4. On suppose que les aciers de classe 1 et 2 peuvent être en mesure d'accumuler des déformations plastiques, ce qui permet que lorsque vous êtes en train de faire le calcul des aciers avec les aciers de classe 1, normalement, on fait les calculs aux états limites avec le moment résultant plastique. Et à ce moment-là, on va vérifier que la somme des moments des forces agissantes est inférieure ou égale au moment plastique de l'action. Là, vous vérifiez que la structure est disons, la section est en sécurité. Tandis que si vous avez les aciers de classe 3, par exemple, il faudrait que le moment agissant soit inférieur plutôt au moment élastique et non pas au moment plastique. Et à ce moment-là, la section sera en sécurité. Tandis que si vous avez les aciers de classe 4,
qui sont des aciers vraiment de très mauvaise qualité. Pour ces aciers-là, il faudrait que le moment n'atteigne même pas le moment élastique. Il faudrait que le moment des forces agissantes soit inférieur ou égal au moment élastique divisé par un certain coefficient. Et ça, vous allez remettre ça demain. Alors, pour ce qui concerne l'exercice que je vous ai donné hier, là où il fallait calculer le moment élastique et le moment plastique d'une section doublement symétrique, vous allez me remettre ça aujourd'hui. Et il y a aussi un autre TP que vous devriez me remettre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Alors, cela étant fait, nous allons donc passer au point suivant. Où nous allons parler désormais de la notion de rotule plastique. Notion de rotule plastique. Alors, j'avais déjà introduit ça bien avant. C'est que si vous avez une structure, comme par exemple une poutre, je vais prendre mon tableau blanc. Si vous avez par exemple une poutre comme ceci, si vous avez une poutre comme ça, simplement appuyez. Qui est soumise à l'action d'une force concentrée que nous appelons P. Normalement, vous savez que le diagramme des moments se présente comme ceci. Et le moment maximal max est égal à PL divisé par 4. Le moment maximal, c'est égal à PL divisé par 4, qui est atteint au milieu de la poutre. Et comme vous voyez la configuration, c'est que c'est le milieu de la poutre qui est la section critique, ça veut dire la section la plus sollicitée. De telle sorte que si vous augmentez progressivement la charge P, les moments vont augmenter dans toute la poutre, mais les moments au niveau de la section médiane sera toujours le moment maximum, n'est-ce pas? De toute façon, si vous continuez à augmenter progressivement la charge au niveau, la valeur de la charge épais, il va arriver un moment où ce moment maximum au niveau de la section médiane sera égal au moment plastique. N'est-ce pas? Et quand ce moment est égal au moment plastique, cela veut dire que la section médiane s'est plastifiée, n'est-ce pas? Et si la section médiane s'est plastifiée, cela veut dire que si, je vais bien montrer ça, si vous avez la section médiane qui se présente comme ceci, cela veut dire que la section médiane présente des contraintes qui se présentent comme ceci. Ça, ce sont les contraintes de compression.
Et ça, ce sont les contraintes de traction. Et au niveau de cette section, la configuration du diagramme de contraintes se présente comme ceci. Okay. Et la configuration normalement du diagramme de déformation va se présenter plus ou moins comme ceci. Bon, on suppose que au-delà du moment plastique, les courbures dans la section tendent vers plus l'infini et que les déformations aussi tendent vers plus l'infini. Alors, c'est que quand vous avez la charge épais et que la section se plastifie, ça veut dire que cette section ne peut plus accumuler des moments supérieurs au moment qu'elle a déjà accumulé. Cela veut dire que si vous continuez à augmenter l'intensité de la charge extérieure, cette section ne va plus tenir. Et comme cette section ne va plus tenir, c'est que la section va céder. Et quand la section va céder, les barres qui étaient fixes à un certain moment, la déformation va évoluer progressivement jusqu'à ce qu'à un certain moment, vous allez sentir quand la section en question ne va plus tenir et donc ça va évoluer comme ceci. Dans un premier temps, ça va faire ça. Dans un deuxième temps, ça va faire ceci. Dans un troisième temps, ça va évoluer jusqu'à ce qu'à un certain moment, il va y avoir création d'une rotule. Donc, il y aura rupture et les deux brins vont roter comme s'il y avait une articulation à ce niveau qui venait de se créer. Et cette articulation qui se crée dans la structure suite à la création, suite au fait que la section a atteint son moment plastique ou la section s'est plastifiée et qu'elle ne peut plus, par conséquent, accumuler des contraintes supplémentaires, c'est ce que nous avions appelé, ce que nous allons appeler la rotule plastique. Alors, la rotule plastique se manifeste normalement telle que, une fois qu'elle s'est créée, la section médiane devient maintenant comme si elle était devenue une rotule, mais comme nous allons le voir, on l'appelle une rotule à frottement intérieur, de telle sorte que si vous chargez la structure, les deux brins vont roter en bloc comme si vraiment il y avait une rotule à ce niveau-là. Donc, dans la théorie de flexion pure généralisée au cas de flexion simple, de flexion composée, car un effet influence sur le moment plastique, l'application de la théorie plastique aux ossature en acier doux, ici, une section de classe 1 ou 2 est caractérisée par un moment plastique MP égale à FY fois Z, avec Z le double normalement du moment statique de la partie soit comprimée ou tendue par rapport à l'axe neutre. Et ce moment engendre une courbure en principe infinie, tel que je vous l'ai dit. Lorsque la section s'est plastifiée, on suppose que la courbure dans la section est devenue infinie. Et la notion des rotules plastiques, la longueur de la zone élastoplastique reste toujours assez limitée. La courbure de la partie élastique reste faible, mais celle de la partie élastoplastique croît rapidement dans la zone partiellement plastifiée, et ce d'autant qu'on se rapproche de la section totalement plastifiée. Je vais vous expliquer en quoi cela signifie. Tout se passe donc comme si des tronçons rigides étaient articulés les uns aux autres au droit des sections pleinement plastifiées. C'est ce que je venais de vous dire. Lorsque une section a atteint sa plastification, la structure va se comporter comme s'il y avait déjà création d'une rotule au niveau de cette section qui est déjà plastifiée. Ça veut dire la section a cédé et comme la section résistait avant en offrant une résistance à la rotation de la section au niveau de la structure au niveau considéré,
comme elle ne sait plus résister aux sollicitations extérieures, la section va céder et désormais, il y aura possibilité de rotation au niveau de la section postérieure. Alors, pour expliquer la notion de rotule plastique, nous considérons une structure isostatique qui est soumise à une force concentrée au centre. Et tel que je vous ai montré, la répartition du diagramme de moment se présente comme ceci. Ça veut dire le moment maximum est atteint au centre et le moment maximum a comme expression PL divisé par 4. Alors, si vous continuez à augmenter progressivement la charge P, le moment au niveau du centre va évoluer jusqu'à atteindre la valeur du moment plastique. Quand le moment au centre a atteint la valeur du moment plastique, ça veut dire que la section ne peut plus accumuler des contraintes au-delà de la charge qui a causé sa classification. Alors, la section va maintenant céder. Si vous augmentez les charges, la section va céder. Et quand la section a cédé, il va se créer une courbure infinie à ce niveau-là, comme je vous ai montré. Et quand la courbure infinie s'est créée à ce niveau, cette section-là, il va se créer alors entre les deux zones. Nous avons comme une zone élastique et à ce niveau ici, nous aurons une zone élastoplastique. Ça veut dire que la section est déjà entrée dans sa plastification ou dans sa zone plastique. Et si vous continuez à augmenter la charge, la section ne va plus tenir et il y aura création d'une rotule plastique et la section va se comporter comme si il y avait déjà une rotule plastique à ce moment-là et ce brin va roter librement. Et quand la structure se présente comme ceci, c'est que la structure ne sait plus servir, on va dire que la structure est entrée en ruine par la création d'une rotule plastique. Pourquoi la structure entre en ruine? C'est parce que la structure était une fois isostatique. Alors, quand la structure est isostatique et que vous créez une rotule dans une structure isostatique, qu'est-ce qui se passe? C'est que la structure devient un mécanisme. Parce que quand on crée une rotule plastique dans une section d'une structure qui était H fois hyperstatique, le degré d'hyperstaticité diminue de 1. Or, la structure isostatique a comme degré d'hyperstaticité 0. Et si vous créez une rotule plastique dans une structure qui a degré d'hyperstaticité 0, c'est que la structure devient une structure à degré d'hyperstaticité égal à moins 1. Or, une structure à degré d'hyperstaticité égal à moins 1, c'est ce qu'on appelle un mécanisme. Et le mécanisme, c'est donc une structure qui ne peut plus tenir. Elle ne peut plus tenir parce que si vous chargez la structure, elle va directement se déformer par rotation des deux brins de la structure autour de. Donc, comment comprendre le concept de rotule plastique? La rotule plastique, c'est tout simplement une articulation à mouvement centrée en une section, celle où le moment plastique est déjà atteint. Ça veut dire que c'est une section qui ne sait plus accumuler des contraintes additionnelles. Elle est déjà entrée dans sa phase de plasticité. Sa courbure est déjà devenue plus ou moins infinie. Si vous continuez à charger la structure va se rompre par création de rotules. Il y aura articulation à frottement, à savoir que cette articulation ça veut dire que la section reste rigide tant que le moment est inférieur au moment plastique, mais c'est que si le moment plastique est atteint. Si le moment plastique est atteint, comme je vous l'ai démontré, la rotule plastique va se créer et à ce moment-là, au niveau de cette section, la structure peut être en mesure de roter librement. En dehors de la rotule plastique, les éléments sont élastiques et leur courbure est négligée devant la courbure.
C'est les gars, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Alors, silence, il faut garder silence. Alors, en dehors de la rotule plastique, les éléments sont élastiques et leur courbure est négligeable devant la courbure naissante dans la rotule plastique. Regardez un peu. Regardez cette configuration ici. Ça, c'est un morceau de structure qui rote comme un bloc. Donc, comme s'il ne se déformait pas, parce que sa déformation, en fait, elle est une déformation élastique qui est négligeable par rapport à la rotation au niveau de la rotule plastique. Alors, en dehors de la rotule plastique, les éléments sont élastiques et leur courbure est négligée devant la courbure naissante dans la rotule plastique. Et la réponse, la vérification expérimentale, la réponse expérimentale, c'est que lorsque la flèche augmente dans cette zone ici, lorsque le moment plastique n'est pas encore atteint, vous voyez que la charge est proportionnelle à la flèche. Mais lorsque la section s'est déjà plastifiée, la charge n'est plus proportionnelle à la flèche. Nous entrons dans la zone plastique, mais avec écrouissage, n'est-ce pas? Cependant, tout ce qui concerne la théorie, nous avions supposé que dans la zone plastique, il n'y a pas écrouissage avec le modèle de l'élastoplasticité. Ça se présente plus ou moins comme ceci. Et la charge est là, à laquelle la section entre en plastification ou en plasticité. C'est ce que nous allons appeler la charge limite théorique. Et normalement, la différence entre les deux valeurs, c'est tout simplement lié au fait que dans la pratique, il y a le phénomène de cuissage que nous ne considérons pas dans la théorie. Alors, charge limite maintenant pour une poutre biencastrée. Considérons une poutre biencastrée qui est soumise à l'action d'une charge uniformément répartie. Dans cette poutre, nous savons que la répartition des moments se présente comme ceci, tel que les moments maximum négatifs se retrouvent au niveau des appuis et leur valeur, c'est moins PL au carré divisé par 12. Et le moment maximum positif se retrouve entravé et leur valeur maximale, c'est PL au carré sur 24. Ce sont des résultats que vous avez à partir du calcul des structures 1. Alors, si la charge uniformément répartie P croît progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Les moments vont augmenter aussi progressivement, n'est-ce pas? Et si le moment augmente progressivement, il va arriver un moment où, si vous augmentez les moments progressivement, ça veut dire la charge extérieure progressivement et les moments progressivement dans toutes les sections, entre l'appui et entre la section sur appui et la section entravée, qu'est-ce qui va se plastifier en premier? La section 1. Pour savoir la section qui se plastifie en premier, on va comparer quoi? On va comparer leur moment. Regardez le moment sur appui, c'est moins PL au carré sur 12, tandis que le moment entravé, c'est PL au carré sur 24. Entre PL au carré sur 12 et PL au carré sur 24, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? PL au carré sur 12. C'est d'ailleurs même le double de PL au carré sur 24. C'est que les moments maximaux sont plutôt au niveau des appuis. Et donc, si vous continuez à augmenter la charge, les appuis vont se classifier en premier. Et quand les appuis vont se classifier, les appuis vont atteindre comme valeur le moment plastique. Okay? Quand les appuis ont pour valeur le moment plastique, cela veut dire quoi? Si vous continuez à augmenter la charge, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des appuis, la section ne va plus résister au moment dû aux forces extérieures. Et à ce moment-là, ils vont céder
avec la création d'une rotule plastique. Voilà. Avec la création d'une rotule plastique. Lorsque la rotule plastique s'est créée, comme la structure était 2 fois hyperstatique, si vous créez 2 rotules plastiques dans la structure, à ce moment-là, la structure va devenir un mécanisme. Disons, la structure va devenir isostatique. Parce qu'elle était hyperstatique, de degré d'hyperstaticité H égale à 2. Quand vous créez 2 rotules plastiques, ça veut dire que vous supprimez 2 liaisons surabondantes dans la structure. À ce moment-là, la structure devient isostatique. La structure devient comme si c'était devenu une structure simplement appuyée à ces 2 extrémités. Okay? Alors, avec ça, entre-temps, si vous avez le moment plastique déjà créé ici, à ce moment-là, le moment ici, c'était égal à PL au carré sur 24. Or, cette différence, la différence ici, entre ce niveau ici et ce niveau, c'est tout simplement cette valeur plus cette valeur, c'est PL au carré sur 12 plus PL sur 24, PL au carré sur 24. Vous pouvez vérifier que c'est égal à PL au carré divisé par 8. OK? Avec ça, quand le moment plastique est créé ici, nous avons que le moment PL au carré sur 12, c'est égal à moins PL, ce qui nous permet donc d'avoir que lorsque le moment pratique ici est créé, la charge qui crée ce moment, c'est égal tout simplement à 12 MP divisé par L au carré. Ça, vous comprenez? Ça veut dire le moment qui est égal à P fois L au carré divisé par 12 doit être égal à combien? Doit être égal au moment plastique. Si cela est égal au moment plastique, cela veut dire en d'autres termes que si on calcule la charge qui a amené cette section à voir comme moment plastique, nous aurons que cette charge sera tirée et avoir cette expression donc P égale à 12 MP divisé par L au carré. Et cette charge-là, c'est ce qu'on appelle normalement la charge élastique. Ça veut dire la charge qui amène la première section la plus critique de la structure à se plastifier. Mais si vous continuez à augmenter cette charge, voyons ici, donc si ça c'est la charge P1 qui est ici que nous venons de calculer, nous avons ici que c'est P1 L au carré sur 8. Maintenant, une fois que la rotule plastique s'est créée, si vous continuez à charger la structure se comporte maintenant comme si elle était devenue quoi? Une structure isostatique. Okay? Et pour une structure isostatique, qu'est-ce qui se passe? Oh, excusez. Pour une structure isostatique, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le moment dans une structure isostatique maximum est plutôt au centre et sa valeur pour une charge uniformément répartie, c'est P L au carré divisé par 8. Oui ou non? Et donc, avec ça, si vous continuez à augmenter la charge, qu'est-ce qui va se passer? Cette section ici, excusez, cette section du milieu, elle sera maintenant la section la plus sollicitée, n'est-ce pas? Parce que cette section a cédé, celle-ci a cédé, la structure devient comme si elle est isostatique. Le supplément des charges maintenant va déformer la structure avec un moment maximal plutôt au centre et va évoluer jusqu'à ce que ce moment aussi va être égal au moment plastique. Quand le moment est égal au moment plastique, ça veut dire que la section en C s'est aussi déjà plastifiée. Et quand elle s'est plastifiée, il y aura création d'une rotule
plastique. Et quand la rotule plastique s'est créée, ça veut dire que la section C va aussi céder. Alors, au moment de la création de la rotule plastique au niveau du point C, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le moment total au point C, qui est égal à PL au carré divisé par 8 moins le moment plastique, doit être égal au moment plastique. Et ceci nous permet d'avoir que la charge extérieure qui a amené le moment plastique à se créer au point C, si nous la calculons PL, c'est égal à 16 MP divisé par L. Il suffit juste de résoudre cette équation pour avoir PL égale 16 MP divisé par L. Alors, quand la rotule plastique s'est créée au point C, nous avons donc dans la structure combien de rotules plastiques? 3 rotules plastiques. 3 rotules plastiques qui se créent dans une structure qui était 2 fois hyperstatique au départ, c'est que la structure, dans toute globalité, devient un mécanisme. Et quand la structure est devenue un mécanisme, on va dire que la structure est entrée en ruine. Et quand une structure est entrée en ruine, cela veut dire que la charge qui a amené la structure à la ruine, c'est ce qu'on va appeler la charge plastique ou la charge limite ultime. Donc, s'il s'agissait par exemple d'un pont, vous voyez qu'on peut être à mesure de savoir quelle est la charge qu'il faut appliquer au pont pour que la structure du pont devienne un mécanisme. Et cette charge-là, c'est ce qu'on va appeler la charge ultime. Alors, tel que vous venez de l'observer, ce raisonnement ici par le principe est un raisonnement qui, de fois, est difficile à mener, tout comme aussi, pour certaines structures, il sera un raisonnement très difficile à comprendre ou à faire. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre des théorèmes généraux pour être à mesure de voir comment est-ce qu'on peut calculer plus facilement la charge limite ultime. C'est bon? Okay. Donc, avec ça, comme j'étais en train de vous montrer, si vous continuez à augmenter la charge au-delà de la charge limite ultime qui a créé un mécanisme là-bas, la structure va se rompre. La structure va devenir un mécanisme et elle va se déformer comme ceci. Et une structure, quand elle se déforme comme ceci, c'est qu'elle n'est plus apte à son utilisation. Et à ce moment-là, on doit faire en sorte que la charge qui sollicite la structure soit inférieure à cette valeur qui amène la section C à devenir une rotule plastique. Alors, si on peut évaluer l'évaluation de la charge P par rapport à la flèche qui est dans la structure, ça se présente comme ceci. Et comme vous pouvez bien l'observer, au-delà de la force qui a créé la rotule plastique au point C, la structure va commencer à se déformer indéfiniment sous l'action d'une charge constante. À ce moment-là, on va dire que la section est entrée en ruine. Alors, c'est ça que nous venons donc de dire. Alors, maintenant, au total, quels sont les bénéfices de la plasticité? Premièrement, il y a adaptation dans la section représentée par le facteur de forme M plastique sur M élastique, toujours possible pour section de classe 1 ou de classe 2 qui possèdent une certaine réserve de résistance plastique en section. Ça veut dire que lorsque vous considérez une section donnée, au-delà de la plastification des fibres, si vous continuez à augmenter la charge pour augmenter le moment dans la section, les autres fibres aussi vont se plastifier jusqu'à ce qu'on obtienne un moment plastique. C'est-à-dire que le moment plastique sur le moment élastique, c'est ce que nous avions appelé la réserve de résistance en plasticité. Et comme vous pouvez le remarquer, cette réserve nous permet donc de constater que, au-delà de la charge qui crée
qui plastifie les fibres les plus sollicitées, la structure a encore la possibilité d'accumuler des charges supplémentaires. Pour la section, a la possibilité d'accumuler des mouvements supplémentaires jusqu'à ce que toutes les fibres se soient plastifiées. Alors, adaptation entre sections représentée par le rapport PL sur P1, aussi dans la mesure où toutes les rotules plastiques requises pour former le mécanisme des rotules plastiques ne se forment pas simultanément et que les classes sont caduques. Alors, ce que nous venons de démontrer sur les exemples précédents en flexion, c'est que quand vous avez une poutre hyperstatique et que vous calculiez les moments dans la poutre, nous avions vu que les moments ne sont pas uniformément répartis, comme pour le cas de la poutre qui est encastrée aux deux extrémités. Nous avions vu que si vous calculez les moments, la répartition des moments est parabolique, mais les moments maximaux se retrouvent au niveau des angles. Si vous continuez à charger la structure, quand les sections d'appui sont déjà plastifiées, qu'est-ce qui se passe? Il y a création de rotules plastiques à ce moment-là et la structure diminue son degré d'hyperstaticité, mais les autres sections peuvent toujours être en mesure d'accumuler des contraintes supplémentaires sans que la structure ne s'éronde. Et après que les rotules plastiques se sont déjà créées au niveau des sections les plus critiques, les sections qui suivaient vont aussi voir leurs contraintes augmenter jusqu'à ce que ces sections aussi vont avoir un moment égal au moment plastique. Quand ces sections se sont plastifiées aussi, il y aura création d'une rotule plastique. Quand la rotule plastique s'est créée au niveau de la section suivante, la structure réduit encore son degré d'hyperstaticité. D'autant de rotules plastiques se sont créées jusqu'à ce que progressivement, chaque fois qu'il y a une rotule plastique, le degré d'hyperstaticité diminue jusqu'à ce qu'à un certain moment, la structure va devenir une structure isostatique. Et si au stade des structures isostatiques, la structure perd encore, il y a une autre section encore où le moment plastique est atteint, à ce moment-là, il se créera encore une autre rotule plastique. Et quand une rotule plastique se crée dans une section qui est dans une structure isostatique, alors la structure devient un mécanisme, on va dire que la structure s'est rompue. Et quand la structure est entrée en ruine, la charge alors qui a amené la structure en ruine, c'est ce qu'on va appeler la charge limite plastique. Alors, pour le cas examiné, pour une section par exemple IPE, le bénéfice a été de à peu près 1,14 fois 4 tiers, qui est égal à 1,52, soit 52% de plus que ce permet un dimensionnement strictement élastique. Et donc, avec ça, nous venons de comprendre que le dimensionnement plastique permet plus ou moins de prendre des charges qui sont supérieures aux charges auxquelles on se limiterait dans le calcul élastique. Parce que dans le calcul élastique, on suppose que toutes les contraintes dans toutes les sections, dans toutes les fibres, doivent être inférieures à la limite élastique. Alors que dans le calcul plastique, nous avions démontré que, au-delà de la plastification de la fibre la plus comprimée, disons, de la fibre la plus sollicitée dans une section, la section a encore la capacité d'accumuler d'autres contraintes dans les autres fibres, jusqu'à ce que toutes les fibres se plastifient. Mais même quand une section s'est entièrement plastifiée, les autres sections peuvent encore continuer à accumuler des moments parce que lorsque une section s'est plastifiée, il y a comme création d'une rotule plastique. Mais quand la rotule plastique s'est créée, la structure n'entre pas directement en ruine si la structure était hyperstatique. Si la structure était hyperstatique, une rotule plastique se crée et la structure devient comme si le degré d'hyperstaticité a diminué de 1, et quand le degré d'hyperstaticité a diminué de 1, on peut toujours continuer à charger la structure et la structure va repartager ses charges aux autres sections. Et comme ça, si vous rechargez encore la structure, il va évoluer jusqu'à ce que la structure soit entièrement
jusqu'à ce que toutes les rotules plastiques nécessaires se créent, jusqu'à ce que la structure devienne un mécanisme. Et quand la structure devient un mécanisme, on va dire que la synthèse, c'est que la formation de la H rotule plastique rend la structure isostatique. Comme je vous ai dit, si vous avez une structure qui était H fois hyperstatique, ça veut dire qu'il y avait un degré d'hyperstaticité égal à H. Chaque fois qu'il y a une rotule plastique qui se crée, le degré d'hyperstaticité diminue de 1. Et donc, pour passer de la structure des degrés d'hyperstaticité égal à H au mécanisme, il faut qu'il se crée H rotule plastique. Oui ou non? Oui. Une fois que les H rotules plastiques sont créées dans la structure devient isostatique. Alors, dans la structure isostatique, si vous créez une H plus 1e rotule plastique, ça veut dire que la structure devient un mécanisme. Et quand la structure devient un mécanisme, ça veut dire qu'elle ne sait plus tenir, la structure est entrée alors en ruine. Alors, la charge qui correspond à un mécanisme de ruine comportant H plus 1 rotule plastique, c'est ce qu'on appelle la charge limite. Ça veut dire la structure peut supporter jusqu'à ce que la H plus 1e rotule plastique s'est créée. Quand la H plus 1e rotule plastique s'est créée, la structure ne peut plus supporter d'autres charges supplémentaires sans se rendre. Alors, le multiplicateur de ruine est le rapport entre la charge limite plastique calculée et la charge des services prescrite prise comme référence. C'est donc une mesure de la sécurité de l'obstacle. Lorsque vous avez une structure qui est chargée par une force, par une charge bien donnée, vous pouvez être à mesure de calculer cette charge de référence doit être multipliée par combien pour que la structure se rompe. Et le facteur qui multiplie la charge de référence jusqu'à la charge limite, c'est ce qu'on a appelé le multiplicateur de ruine. La ruine peut être partielle ou plus que complète selon que la ruine est atteinte pour un nombre de rotules inférieur ou supérieur au degré d'hyperstaticité. Quand vous avez une structure, par exemple, qui se présente comme ceci, elle peut se rompre comme ça, et quand elle se rompt comme ça, on va dire que la ruine est partielle parce que la ruine n'a pas affecté cette partie de la structure. Vous voyez? Tandis que quand vous avez une structure comme ceci, elle va se rompre comme ça, et quand elle se rompt comme ceci, la ruine est complète. Et on va dire que la structure s'est rompue par ruine complète. Nous allons voir dans les calculs avec les théorèmes généraux, surtout les théorèmes cinématiques, qu'on peut même savoir si la ruine est partielle ou complète. Alors, le bénéfice de la plasticité, généralement appréciable, bien que très variable. Le bénéfice, pour ainsi dire, inexistant, si bas à inertie variable conçu, pourrait être sensiblement d'égale résistance. Normalement, il y a la possibilité que ces bénéfices de la plasticité ne soient point appréciés si on pouvait concevoir une structure où toutes les sections portent la même contrainte. À ce moment-là, on n'aura plus cette réserve de résistance en plasticité. Le principe de superposition n'est pas applicable globalement puisque le système statique se modifie au fur et à mesure que des rotules plastiques se créent. Il convient dès lors de considérer séparément chaque situation de risque et là avec la combinaison d'action. Comme j'étais en train de le dire à l'introduction, quand nous sommes en train de faire le calcul élastique, on suppose que les contraintes sont proportionnelles aux déformations et avec les contraintes proportionnelles aux déformations, qu'est-ce qui se passe? Nous avons que, avec les contraintes proportionnelles aux déformations, nous avons que les contraintes sont proportionnelles aux déformations, donc il y a principe de superposition. Donc, si vous avez un ensemble de forces qui sollicitent la structure, l'effet de cet ensemble de forces sera égal à la somme des effets de chaque force prise séparément. Mais quand vous entrez dans le domaine élastique où les contraintes ne sont plus proportionnelles aux déformations, alors il n'y aura plus de principe de superposition.
Alors, conditions d'application de l'analyse plastique. Toute barre est caractérisée par le moment plastique de sa section transversale et l'acier a une utilité suffisante pour permettre la formation du rotule plastique, mais aussi la rotation de cette rotule jusqu'à l'obtention du mécanisme de rouille plastique, plus des classes adéquates de section, une valeur de M plastique non affectée par l'effort normal et l'effort tranchant, et aucune instabilité prématurée acceptable dans la structure et des charges croissantes toutes d'une manière proportionnelle et en fin de compte des déplacements suffisamment faibles pour ne pas bouger. Il y a assemblage capable de transmettre le moment plastique de la barre et cette émission des contraintes susceptibles d'affecter substantiellement la charge limite élastique et de modifier l'ordre d'apparition des rotules plastiques. La confrontation expérimentale montre que la charge limite expérimentale est toujours supérieure à la valeur donnée par la théorie, d'où l'approche est sécuritaire. Aussi, la sécurité homogène comparativement à ce que le calcul élastique. Alors, ça, c'est plus ou moins la théorie que nous avions établie à partir du principe. Alors, ici, nous avons maintenant, chapitre 4, les théorèmes généraux qui vont nous permettre de calculer la charge limite plastique ou le multiplicateur des ruines d'une manière un peu plus facile que par la méthode du principe que nous étions en train d'utiliser. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Demain, probablement, je serai déjà à Yaoundé et nous allons commencer le 4e chapitre. Ah non, demain, nous n'allons pas faire calcul classique. Demain, nous allons revenir au calcul des plaques et des corps. Là, je serai déjà à Yaoundé et vous allez suivre la visioconférence. Quand nous allons finir la deuxième partie de calcul des plaques et des coques, nous allons maintenant entamer la deuxième partie du calcul classique en faisant au chapitre 4 les théorèmes. Donc, merci pour aujourd'hui. Si vous avez des difficultés, s'il vous plaît, gardez-les pour demain parce que j'ai un programme où je suis en train de vouloir courir maintenant même. Donc, je vais juste à présent constater ceux qui ont participé au cours aujourd'hui. Et puis, alors, pour aujourd'hui, nous avons Ashumbu Brenda. Ok. C'est elle qui a fait génie rural. Non, c'est l'autre. Ah, finalement. Donc, tu n'as pas été là hier. Pochu. Gegashi. Il est là. Makam. Menya Romari Gaspar. Jana Chamba Dorcas. Ça, lycée Romain. Alors, pour les gardes de Yaoundé, Kapi, il est là. Pas encore. Ok. Lionel. Pas encore. Ok. Dadje. Pas encore. Dinu. Galbert. Pas encore. Via Fabrice. Pas encore. David Gislain. Présent. Ok. Il est où? Là, monsieur. Ah, ce n'est pas toi qui étais au début.
Ah, c'est toi qui étais au début? Oui, monsieur. Ok, d'accord, ça c'est bon. Robin Perez. Pas encore. Et puis l'autre là, c'est qui alors? Comme Hein? vous. Tu n'as pas été là les séances précédentes? Oui, monsieur. Oh, il faut m'envoyer ton nom par Gmail, comme ça je vais le capter. Je dis, monsieur, même les devoirs, je vous ai envoyé les devoirs par email là. Ah, je vais voir. Le nom c'est... Comme vous, monsieur. Attends un peu, je vais voir dans mon email. Mon email, c'est Jérémy Gonga. Voilà, je vais voir. Je suis en train d'ouvrir mon Gmail, donc. Il a mon nom. Jérémy Ngongang, c'est ça? Oui, oui, c'est mon email. Mon nom, c'est Comme Gonga, Jérémy. C'est Ngonga Jérémy. Mon nom, c'est Comme Gonga, Jérémy. Comme Gonga, Jérémy. D'accord, ça va. Donc, merci pour aujourd'hui. On dit à demain. Monsieur. Quand je serai déjà à Yaoundé. Demain, c'est Yaoundé, monsieur. Oui, demain je serai déjà à Yaoundé, si Dieu le permettait. Monsieur. Vous dites? Monsieur, vous avez bien compris. Mon nom, c'est Comme Gonga, Jérémy. Oui, oui, ça va. Mais mon email, c'est Jérémy Gonga. D'accord, sans problème. Et monsieur, il dit juste pour que vous ne faites pas d'erreur. Donc, se revoir. Alors, les gardes d'Anganté, on va se revoir lorsque j'aurai déjà fini mes tours. Donc, je vais d'abord à Yaoundé. Quand j'ai fini avec ceux de Yaoundé, je passe à Douala, puis je rentre en Côte. Vous avez l'avantage de m'avoir là. Mais entre-temps, il y a d'autres que j'avais orientés par rapport aux travaux. Il y a d'autres qui jusque-là ne sont pas encore passés. Ceux que j'avais orientés jusque-là. Et que ça marche. En famille, ce sont plus le personnel gaz. Et tout ça, c'est l'argent. C'est que nous n'avons pas de quelqu'un qui a Nous faisons grâce, donc demain, avec vous, on sera plutôt par vision. Vous serez en train de voir là-bas à l'écran. What's